Bien évidemment que moi, je recommande d'être propriétaire de ces cryptos et donc de les conserver sur un hardware wallet. En plus, pour avoir bossé dans cette Mmh. industrie-là, je peux que le recommander. Mais enfin, après, moi, c'est une question de curiosité, mais comme tout m'intéresse et que dans la crypto, on n'a jamais fini d'apprendre, en fait, bah, c'était super pour moi de découvrir comment est-ce que le mining fonctionnait, pourquoi est-ce que c'était Mmh. la base de la crypto, qu'est-ce que ça faisait. Et puis, ça permet aussi de rajouter des arguments à son explication après quand on va parler aux gens et qu'ils nous disent maintenant, ça repose sur rien. Je suis pas tradeuse. J'ai pas pour objectif de faire de l'achat-revente en semaine Mmh. et de faire des profits comme ça, Bitcoin. Et puis après, des cryptos dans lesquels je crois principalement, ou des cryptos qui ont une utilité, qui vont apporter un certain avantage. Je pense notamment au Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée incontournable de l'univers Web3 francophone. Elle s'est imposée comme l'une des voix les plus engagées et pédagogues dans le monde des cryptos, créatrice de contenu, entrepreneuse, passionnée de blockchain et grande vulgarisatrice. Elle rend la crypto accessible à tous. Vous la connaissez peut-être sur son pseudo Carlita Crypto. À travers de ses vidéos, ses publications et ses interventions, elle inspire une nouvelle génération d'investisseurs et d'acteurs du Web3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir pour qu'elle nous partage son parcours, sa vision et ses conseils. Bienvenue Carlita et merci beaucoup d'être là parmi nous. Hello, bah merci de me recevoir. Alors, pour commencer, j'avais envie de te poser la question un peu classique. Comment tu as découvert l'écosystème crypto, Web3 et voilà, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser? Comment tu as mis les doigts dans cet engrenage? Yes, bien sûr. Alors moi je suis rentrée dans la crypto au dernier bull run, enfin en 2021. Donc c'était par les NFT. Ok. C'est un peu bizarre, mais en fait c'est juste que j'ai entendu, il y avait une conférence, donc j'étais en école de commerce à ce moment-là, et j'ai entendu parler des NFT et du nouveau moyen pour devenir riche, que c'était les NFT. Donc je me suis intéressée à ça et puis j'ai voulu en acheter. Donc j'ai acheté forcément de l'Ethereum à l'époque pour acheter des NFT. Mhm. Et puis je me suis fait scammer direct. J'ai acheté que des arnaques et donc il me restait un peu d'Ethereum dans mon wallet et je me disais mais en fait qu'est-ce que c'est ce qui reste et puis qu'est-ce que c'est l'Ethereum au final, puisque j'avais pas du Mhm. tout regardé ça. J'avais compris en fait ce que c'était les NFT mais pas ce que c'était la Ok. crypto. Et donc, je me suis intéressée, bah, en fait, je suis revenue aux bases, donc à qu'est-ce que Ethereum, après qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, forcément. Et donc, j'ai commencé comme ça, en fait, petit à petit, à deep dive, à passer des journées et des soirées devant mon ordinateur toute seule, à essayer de comprendre tout ce monde que j'imaginais pas du tout, en fait, et dont Ouais. j'ignorais totalement l'existence. Ouais, à la base, en fait, c'était comme quasiment tout le monde, en fait, 95-99% des gens, c'était pour un potentiel de gain. Il y avait la hype sur les NFT, tu t'es dit, je vais faire de l'achat-revente sur des NFT, sur des collections.
Exact. Donc, Alors moi, je me suis gagner de dit, l'argent. j'avais vu du coup tout ce qui est Bored Ape Yacht Club, Mhm. etc. Donc je m'étais dit, c'est l'avenir, c'est ça, je vais devenir riche avec ça. Enfin voilà. Forcément, au départ, clairement venue pour de la spéculation, Mhm. mais parce que je pense que je connaissais pas du tout les valeurs de la crypto et de Bitcoin Ouais. que je connais et que j'apprécie aujourd'hui et pour lesquelles en fait je suis restée. Hmm. Et tu avais des notions d'investissement? Tu avais investi dans d'autres Pas actifs du avant? pas du tout de notion d'investissement, très mauvais money management, pas du tout d'éducation financière. Ouais. Je viens d'une famille assez simple et donc au final, on m'a jamais vraiment éduquée, si ce n'est me dire il faut mettre de côté, mais on m'a jamais parlé Mm. d'investissement. Je pense que le seul investissement qu'ont fait mes parents, ça devait être quand ils avaient acheté une maison ou un appartement et c'était en résidence principale, donc pour y vivre. Mais Mm. sinon, j'avais jamais entendu parler d'investissement ou quoi que ce soit d'autre. Ce qui aussi a découlé sur le fait que au départ, j'étais très mauvaise investisseuse puisque je savais pas du tout comment gérer. Mm. Puisque bah franchement, je pense que à l'époque, quand j'ai dû investir dans les NFT, je devais avoir donc j'étais encore en école de commerce, je devais avoir genre 2000 ou 3000 euros de côté peut-être, et j'ai pris 2000 euros et j'ai mis tout dans un seul et même Ah ouais. NFT qui était une arnaque. Donc en fait, j'avais vraiment aucune notion des risques, d'investissement, de money Mm. management. C'était assez catastrophique. Et au final, je me suis formée à ça, on va dire, en même temps que j'ai découvert les cryptos et que j'ai adoré ces valeurs-là et que j'ai voulu continuer d'investir. Je me dis ouais, peut-être qu'il faut que j'arrête de faire n'importe quoi et que j'arrête de me faire avoir aussi facilement et que j'essaye de trouver un équilibre où est-ce que je peux peut-être mettre un petit peu de côté pour les vacances, investir un petit peu en bourse ou en action, et puis investir un petit peu en crypto et essayer de gérer plus ou moins tout ça. Ouais, ouais. Ok, intéressant. Mais t'es quand même resté dans l'écosystème. Tu t'es pas dit la crypto c'est une arnaque, les NFT c'est de l'arnaque. Du coup, voilà, pour une première expérience d'investissement douloureuse et difficile, finalement, ça t'a quand même pas fait lâcher l'affaire. Euh, Ouais, bah j'aurais pu, hein. J'aurais pu. Il y a plein de ouais. fois où j'aurais pu lâcher. Et en fait, je l'ai pas fait parce que je suis de nature assez curieuse et j'aime Mm. bien comprendre ce que je fais. Par exemple, à l'école, j'ai jamais été bonne à apprendre par cœur. Et Ouais. d'ailleurs, j'aime beaucoup les maths parce que c'était de la logique pour moi. Et donc, en fait, cette curiosité, je pense qu'elle m'a poussée à comprendre mais comment est-ce que ça marche et pourquoi est-ce que Mm. tous les gens ils vont là-dedans et pourquoi est-ce que tout le monde en parle, etc. Et en plus, très vite avec les réseaux sociaux, je pense que ça s'accélère puisque je vois parler de crypto un peu partout, notamment sur Twitter, qui était un réseau social sur lequel à l'époque j'étais pas du tout. Et donc je Ouais. m'y mets parce qu'on me dit que c'est là-bas que les gens parlent crypto. Et donc je commence à voir des gens parler, etc. Et donc toujours cette curiosité en fait de fait de comprendre mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que c'est une blockchain, mais pourquoi il y a différentes blockchains et pourquoi il y a Mm. différents coins et en fait c'est ce truc-là qui m'a poussé, je pense, à rester au départ le temps de comprendre et puis une fois que j'avais compris et que j'avais assimilé les valeurs de Bitcoin, je pouvais plus repartir. Ouais. Et du coup, ça t'a donné envie de travailler également dans ce secteur? Parce qu'aujourd'hui, Exactement. tu travailles Bah, toujours. du coup, c'est ça en fait, c'est donc moi j'avais fait mes études en alternance en tant que commerciale dans l'intelligence artificielle pour tout ce qui est logistique, donc supply chain. Ok. Et et en fait, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mais quand j'ai découvert la crypto, c'était un peu comme deux mondes qui s'affrontaient. Il y avait d'un côté mon travail et de l'autre côté ce monde crypto que j'adorais. Et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bête de passer, en fait, parce que je posais des jours de congé dans mon taf pour aller à des événements crypto. Et là, Mhm. je me suis dit, et il y avait des gens qui étaient à des événements crypto, mais qui n'avaient pas posé de jours de congé parce que eux, c'était leur travail. Ouais. Et donc je me suis dit, mais moi aussi, je voudrais faire ça, quoi. Et donc, de fil en aiguille, je suis partie, j'ai atterri chez Pirates Labs, qui est un fonds d'investissement full crypto Web3. J'ai un peu switché de commercial à marketing, bon, j'ai un peu fait les deux. Et puis j'ai commencé en fait ma carrière à bosser pour des acteurs crypto Web3, que ce soit en CDI, en tant que salarié ou en freelance. Et puis voilà, donc ça a été, et c'est vraiment, c'est un côté, je pense que les gens connaissent pas trop de moi, puisqu'ils connaissent un peu le côté public sur YouTube. Mais c'est vrai que au quotidien, je travaille aussi pour des boîtes crypto depuis maintenant 4 ans.
Ah ouais, ça fait un petit moment. Et du coup, tu as fini ton école de commerce? C'est ça, Et- j'ai fini mon école de commerce et puis j'ai bossé donc 1 an pour Pirates Labs pendant ma dernière année d'école de commerce. J'ai bossé après pendant, il me semble à peu près 1 an en tant que freelance, donc pour différents projets, mais notamment pour des hardware wallets. D'accord. Ensuite, j'ai bossé, j'ai fait plein de freelance, mais j'ai bossé aussi pour mon propre projet. C'est peut-être pour ça Ouais. que tu as dit entrepreneuse en introduction. Alors, je me considère pas vraiment entrepreneuse, mais j'ai essayé, j'ai Ouais. tenté l'expérience le temps de 3 mois où j'avais intégré un programme. Donc, en fait, c'est XRPL Commons. C'est une association qui s'occupe de démocratiser la blockchain XRPL. Qui a le token Mhm. XRP. Et donc, ils avaient un programme de résidence de 3 mois où ils prennent une vingtaine de personnes sur un sujet en particulier. Donc, on essaye de développer le projet du début jusqu'à la fin à pitcher devant un public. Donc, c'était super enrichissant Mhm. et j'ai appris beaucoup de choses, dont aussi le fait que, donc ça, c'était il y a à peu près 1 an et demi, que j'étais pas vraiment prête. Je voulais encore continuer d'apprendre dans mon travail et donc j'ai rejoint après donc Synapse qui était un KYC KYB provider. Et Ah, puis, ça a été ouais. un petit peu vite, tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, donc j'ai rejoint donc après Synapse, c'est Synapse? un KYC KYU provider. Donc pour ceux qui C'est savent quoi pas ça? ce que c'est, ouais. Ouais. Pour ceux qui savent pas ce que c'est tout ce qui est vérification d'identité. Donc KYC c'est Know Your Customer et KYB c'est Know Your Businesses. Mhm. Et donc en fait, c'est tout simplement quand vous allez par exemple vous inscrire dans une banque, on va vous demander de faire un KYC généralement. Mais là, c'est un peu pareil, sauf que nous, on avait une spécialité sur les levées de fonds en crypto. Donc quand vous êtes un Mhm. investisseur, que ce soit particulier, professionnel, un business angel, un fonds, vous devez tout simplement vérifier votre identité avant de pouvoir donner des fonds à la startup où vous allez investir. Ouais. Et donc nous, on avait une spécialité sur ça et en parallèle, on développait un protocole d'identité décentralisée qui s'appelait Anima. Et donc j'ai bossé avec eux pendant à peu près 1 an. Et puis récemment, peut-être certains l'ont vu sur mes réseaux sociaux, mais j'ai annoncé que l'entreprise était en liquidation. Donc c'était une période un peu compliquée et moins joyeuse. Mais voilà, en tout cas, j'ai appris plein de choses dans cette expérience, dans toutes les autres au fur et à mesure, sur le marché de la crypto et sur le marketing aussi, puisque au final, c'est mes deux spécialités. Et puis voilà, et puis là, depuis quelques semaines, j'ai pris des vacances et puis je me reconcentre un peu sur la création de contenu et sur Carita Crypto. Ouais, ok. C'est hyper intéressant parce que souvent, quand on investit dans la crypto, on pense aux jetons, au cours de la crypto. Moi, je suis plutôt entouré de gens qui sont pas trop dans la crypto, qui comprennent pas trop et qui se rendent pas compte en fait qu'il y a des entreprises derrière. Pour eux, c'est juste voilà une crypto, quelque chose de pas palpable, qui est pas concret. Ils imaginent pas qu'il y a une entreprise derrière. Et quand ils font le parallèle avec la bourse, où c'est une action d'entreprise, bah, l'entreprise, elle est, pour celles qui sont cotées en bourse, du coup, ce sont des entreprises qui sont bien établies et qui sont connues et où ils comprennent en fait qu'est-ce qu'il y a derrière. Sur la crypto, c'est quand même assez encore abstrait sur les cas d'utilisation qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne de chacun. Par rapport à ça, toi, dans ton expérience du coup, qui va être un peu en back-office, j'ai envie de dire un peu méconnu en fait de la majorité des gens. Est-ce que tu vois, toi, la blockchain ou des projets comme ça qui commencent à s'inscrire un peu dans le quotidien? Bah, c'est très vrai ce que tu dis, c'est-à-dire que en général, quand les particuliers investissent dans les crypto-monnaies, ils se rendent pas compte déjà qu'il y a un projet derrière. Mm. Et qui dit projet, dit entreprise, dit personne qui y travaille, dit salarié, dit employé. Et au final, on oublie ce truc-là qui est quand même super important, puisque en fait, pour qu'un projet réussisse, 80% c'est la team. Mm. C'est que ce soit les membres fondateurs ou les salariés qui participent à la réussite. Et d'ailleurs, on a souvent vu des projets blockchain crypto, enfin leur token en tout cas, dévissé parce que il y avait un problème dans l'équipe Mm. fondatrice. Je pense notamment à Gala Games par exemple, dont on avait
entendu parler, mais il y Ouais. en a eu plein d'autres, où les fondateurs, en fait, se déchirent, où il y en a un qui part Mmh. avec la caisse, où il y a des problèmes, ils sont pas d'accord sur la vision, et cetera. Et en fait, c'est tout ça, c'est le token, qui va subir les conséquences. Et puis, en fait, les gens s'y attendent pas forcément puisqu'ils pensent juste que c'est une bonne idée, un bon projet, donc let's go. Donc, c'est quelque chose, à prendre en compte. Et puis après, d'un côté back office, on voit des tendances, on va dire, émerger, puisque bon après c'est toujours pareil, c'est selon avec qu'est-ce qu'on travaille, on va voir des choses différentes. Quand je travaillais, du coup sur des hardware wallets, j'étais un peu plus au courant de ce qui se passait sur ce marché-là, donc on voyait des hardware tactiles arriver, de plus en plus, de nouveautés, d'innovations autour de ça. Alors que là, je travaillais sur tout ce qui était au final plus, autour de l'identité. Et donc j'entendais beaucoup parler des sujets aussi qui est en vogue, qui est les sujets, airdrop, qui sont les sujets airdrop, Mmh. pardon. Et donc, nous, enfin moi je voyais beaucoup de choses qui se formaient autour de: «OK, comment est-ce qu'on va faire pour avoir une identité dans le Web3, dans la crypto?» Et donc à travers ça, je vais découvrir, différents projets qui sont pas forcément encore, connus ou qui ont pas encore de token. Mmh. Après, le fait de pas travailler dans la crypto, ça n'empêche pas de découvrir de nouveaux projets. Je pense que encore une fois, c'est juste une question de curiosité, et de ce qu'on appelle deep dive, c'est-à-dire, vraiment aller chercher, creuser, écouter beaucoup de space, de podcasts, de vidéos, pour pouvoir, élargir le plus possible, tout ce dont on va entendre parler et après on va faire nos propres recherches. Ouais, c'est ça. Toujours, Dior. Mmh. Et par rapport à l'identité, décentralisée, tu penses que c'est quelque chose qui va se développer? Clairement, clairement oui, je pense que c'est quelque chose qui va se développer puisque aujourd'hui donc, on va dire dans le web 2 classique, on a notre identité avec, notre carte d'identité et cetera. Et puis dans le web 3, il faut qu'on trouve une manière de recréer la même chose sans pour autant se doxer, sans pour autant donner des informations qui sont sensibles sur nous. Donc typiquement aujourd'hui, il y a des entreprises, des projets qui le font. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont analyser les transactions qu'on a fait on-chain à partir d'une adresse de wallet pour, déterminer, qui on est, sur quel, projet ou sur quel écosystème on est, et cetera. Mais ça va se développer, de plus en plus et parce que je pense qu'il y a des problématiques, sur ce niveau-là. Par exemple, au niveau airdrop, on va avoir quand un projet veut distribuer à ses, early adopters, beaucoup de tokens, donc Ouais. early adopters, pardon, je fais des anglicismes, c'est horrible. À ses premiers utilisateurs, des tokens pour les récompenser, d'avoir utilisé en premier le protocole. Mmh. Il va se baser sur les adresses de wallet qui ont utilisé ce protocole-là. Mais certaines, enfin, il y a des fois où ça arrive, où on a ce qu'on appelle des Sibyls ou des bots, en fait, qui vont faire une centaine d'adresses de wallet, pouvoir toucher 100 fois plus de Mmh. récompenses. Et donc là, c'est comment est-ce qu'on peut distinguer qui est 100 personnes et qui est une sans leur demander leur carte d'identité puisqu'on est quand même dans le Web 3, Ouais. donc qui est censé être un écosystème anonyme. C'est là qu'il faut, en fait, trouver des solutions. Donc c'est là où, beaucoup font, de la recherche civile. Je pense notamment à Arkham Intelligence, tous ces outils-là qui vont permettre aux projets de, vraiment, par exemple, flaguer, c'est-à-dire, mettre en lumière, ce qui était bot, ce qui était pas vrai, et cetera. Mais là, si on a une solution d'identité, ça va vraiment aider sur cette problématique-là. Il y a la problématique de gouvernance aussi. On a beaucoup entendu parler de DAO, de vote, et encore que c'est un peu moins ma spécialité. Mais pareil, si on veut qu'une DAO soit, fair, c'est-à-dire, qu'elle soit équitable, et Mmh. qu'elle soit pas basée, par exemple, sur le plus riche qui peut Ouais. voter le plus, alors dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait pour associer à une adresse de wallet une personne sans lui demander ses données personnelles? Et Mmh. là est tout l'enjeu de l'identité dans le web 3. Donc je pense que c'est des solutions qui vont arriver. Après aujourd'hui, je veux dire, on le voit, dans le marché actuel, il y a très peu de retail, beaucoup d'institutionnels. À quel point est-ce que ces solutions, vont être de plus en plus pertinentes? Je pense que ça dépendra aussi de l'adoption des cryptos. Ouais. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est, dans quelle mesure ces projets-là ont besoin d'avoir un jeton? Oui.
Ça aussi, mais ça, on peut se poser cette question pour tous les projets. Ouais. Alors très honnêtement, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, j'ai toujours vu des projets avoir des tokens, où ça n'avait pas de sens, pas d'utilité. Certains ont réussi, certains se sont carrément plantés. Mmh. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que, enfin, à la fois c'est dommage, à la fois c'est ce pourquoi, la plupart des gens sont encore en crypto parce que c'est pas forcément pour la tech. C'est que bah, la plupart des tokens ne sont pas indexés à leurs utilités ou à ce que ça va faire, mais plutôt c'est juste une spéculation au final. C'est purement spéculatif, je pense, pour une très grande partie des tokens. Ouais. Donc bon, à la fois c'est dommage, à la fois c'est un peu le jeu. À voir si au fur et à mesure des années, ça va pas se réguler. De toute manière, tous les tokens ne tiendront pas. Je veux dire, il y en a de plus en plus, il y en a des dizaines de milliers. Euh, pour moi, c'est sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que les altcoins, tu vois, pump pas aujourd'hui, Mmh. alors que Bitcoin est un peu dans son apogée. C'est Mmh. parce que en fait, bah, les flux sont dilués de partout, entre les mêmes coins et les altcoins. Enfin voilà. Bah, Bref, donc effectivement, avoir un token n'est pas toujours la meilleure des idées. Et d'ailleurs, si on se dit qu'un projet aurait pu se passer d'un token, en général, c'est que, en tout cas, le token n'a pas d'utilité. Après, c'est pas parce que le token n'a pas d'utilité, qu'il est pas bien, etc., qu'il ne peut pas faire de performance. Et souvent, c'est les gens sûr. confondent les deux, parce que je sais que moi, j'aime beaucoup la tech, donc je vais jamais investir. Je crois que c'est très rare. Je sais même pas si je l'ai fait une fois, tu vois, d'investir sur des mêmes coins et des choses comme ça. Et encore que, bon, maintenant, je trouve qu'il y a quand même une vibe d'Internet, de la génération Internet que ça peut représenter tout ça, etc., sur les gros meme coins. Mais en tout cas, je vais jamais aller sur un token, même si là, potentiellement, il peut augmenter parce que c'est le nouveau token en vogue et que c'est super et que c'est génial. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je préfère investir sur des choses que je comprends et qui m'intéressent. Donc Ouais. moi, je vais pas aller dessus ce genre de token. Mais là, si je dis ça aux gens, ils vont dire ah oui, mais tu vois, regarde, il a fait x10. J'ai pas dit que il allait pas augmenter. J'ai dit que moi, il ne m'intéressait pas, donc je vais pas dessus. Mais effectivement, il faut pas, enfin, faut faire attention. La performance est décorrélée de l'utilité du token en général. Donc Oui, oui, complètement. Et puis les performances passées ne préjugent pas des performances futures et on l'a bien vu, enfin, que ce soit avec les mêmes coins ou enfin, toutes les cryptos finalement. La majorité, tout ce qui n'est pas Bitcoin, de toute manière, dans le temps, c'est quand même pas terrible en termes de performance, quoi. Même si, voilà, il y a quelques jetons qui sortent un peu du lot, dans la grande majorité. Moi qui ai commencé en 2017, des jetons, enfin, ou même, enfin, il suffit d'aller voir le classement du top 100 sur CoinGecko en 2015, oui, 2016, 2017. Enfin, on regardait tous les ans et puis on voit que ce classement-là, il change et que les jetons qui étaient en vogue hier sont plus ceux qui sont en vogue aujourd'hui et qui perdent petit à petit en capitalisation. Alors c'est sûr il y a de l'argent à faire malgré tout. Il y a quand même des belles perfs à aller chercher. Euh, mais le risque est quand même assez présent. Et moi, je suis plutôt partisan comme toi d'aller investir dans des projets qui nous parlent, des projets qu'on comprend, euh, ne serait-ce que pour s'intéresser un minimum à l'écosystème. Et le fait d'avoir des convictions dans un projet, ça permet également peut-être de mieux tenir ses positions quand le jeton subit une dépréciation et de pas s'en vouloir. Et de pas se dire ou d'en vouloir au youtubeur X ou Y parce qu'il a parlé du projet et que du coup j'ai investi dessus parce qu'il en avait parlé, quoi. tout à fait. Ce qu'à peu près tout le monde fait quand il démarre. Enfin, moi le premier, j'ai commencé comme ça. Voilà. Donc, Après, je veux dire, enfin, il y a deux types de personnes. Il y a soit les personnes qui ont un peu de temps et qui veulent s'intéresser vraiment à l'écosystème. Et hmm, donc là, moi, ce que je conseille, c'est de vraiment, bah, voilà, prendre base après base pour comprendre bah, tout ce qui est important. C'est quoi la blockchain? C'est quoi Bitcoin? C'est quoi les layers 1, les layers 2, les layers 3? Comment ça marche, les applications décentralisées? Et qu'est-ce que c'est ce token, et ce token, etc. Ou alors, il y a des personnes euh, qui veulent profiter de la spéculation autour des crypto-monnaies, qui connaissent et comprennent un peu Bitcoin, ça leur suffit. Et alors, hmm, bon, bah, DCA sur Bitcoin, à la limite un peu d'Ether,
Mais voilà, pas aller chercher le jeton un peu exotique. Alors oui, qui peut faire une performance, mais qui va rapidement te faire perdre toutes tes économies aussi. Donc en fonction de son profil, il faut aussi adapter sa manière, on va dire, d'investir. Après, avec les Mmh. années, et je pense que enfin, c'est pareil pour une grande partie des gens que j'ai rencontrés qui sont dans la crypto depuis très longtemps. Euh, on se rapproche de plus en plus de Bitcoin. En tout cas, Mmh. moi, je m'en rapproche de plus en plus. Je suis pas du tout Bitcoin maximaliste, en tout cas pas au sens où je l'entends. Mais c'est vrai que, voilà, même si je suis ouverte à toutes les innovations et tous les autres tokens, aujourd'hui, pour moi, le Bitcoin reste celui avec le plus d'utilité, le plus de valeur. Ouais. Et celui sur lequel on met le moins en jeu son capital lorsqu'on investit dessus. C'est là où le risque, pour moi en tout cas, et les convictions que je peux avoir sur Bitcoin sont les plus faibles. Mm. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la valeur sûre, euh, que ce soit en crypto et même d'une manière générale pour tout ce qui est actif financier. Pour moi, c'est plus sûr aujourd'hui d'être sur Bitcoin que d'être sur des monnaies euro-dollar ou être sur des actions. Après, ça, Mm. c'est une histoire aussi de conviction. Comme on Mm. disait, il faut investir ce dans quoi on a un minimum de conviction. Exactement. Et du coup, au niveau des différents projets, si on parle d'infrastructure, au niveau des différentes blockchains, on a parlé d'Ethereum très rapidement. Est-ce que toi, il y a des blockchains dans lesquelles tu crois plus au niveau fondamental, au niveau de la tech? Parce que, enfin, Ethereum évolue quand même beaucoup. Il y a Mhm. pas mal de changements qui se font. Il y a Solana aussi qui a annoncé pas mal de changements d'ici fin 2025. On voit que la concurrence est quand même assez élevée, même si elle s'épure un peu dans le temps, hein. On voit des blockchains. Moi, j'ai vu des Cardano en tant qu'Ethereum killer qui aujourd'hui sont malgré tout très valorisés, mais qui en termes d'utilité et d'usage sont quand même très pauvres. Euh, donc finalement, aujourd'hui, moi, je vois quand même Ethereum et Solana qui se dégagent un peu du reste. Est-ce que toi, t'en vois d'autres? Et par rapport à ça, c'est Bah, quoi ton avis? sur l'infrastructure, on est un peu encore dans une course où tout le monde cherche. C'est pour ça, je pense qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de layer one et beaucoup qui sont très capitalisés par rapport à l'utilité et l'utilisation qu'ils peuvent avoir. Donc, Ethereum, bien évidemment, avec les layer 2 surtout. Hmm. Je vois pas Ethereum sans layer 2. Et puis après, donc je pense notamment à Base par exemple, Hmm. Arbitrum, Optimism, en tout cas qui sont les trois gros dont moi j'entends très très souvent parler et que je vais potentiellement utiliser. Euh, Après, Solana, je suis très proche de cet écosystème-là puisque donc Solana, pour démocratiser leur blockchain, ils ont ce qu'on appelle des super teams. Donc chaque pays a sa super team. Donc il y a super team Pologne, super team France. Ok. Et donc dans super team France, il va avoir on va dire, comme enfin, les fondateurs salariés de Super Team France. Donc ils vont vraiment travailler, etc. pour organiser des choses. Et puis il y a les membres, c'est-à-dire les personnes qui font partie de l'association, qui vont être présents aux événements, qui vont soutenir les projets, etc. Et donc moi, je suis membre de Super Team France. Ça Ok. implique plusieurs choses. Par exemple, là, il y a eu dernièrement un hackathon, le gros hackathon de Solana, comme toutes les années, qui s'appelle Colosseum. Et donc, on avait plein de teams qui participaient à Colosseum. Et donc, moi, en tant que membre de Solana Super Team France, j'ai aidé certaines teams à paramétrer leurs projets au niveau marketing, à acquérir leurs premiers utilisateurs, à leur donner un peu une vision, une stratégie de ce qu'ils pouvaient faire. Donc très très proche de cet écosystème-là, je vois beaucoup d'utilisation, beaucoup de gens qui buildent sur Solana. Ok. Euh, je parle, alors je suis un peu biaisée, je parle d'un point de vue marketing qui Ouais. forcément est mon métier, peut-être moins que d'un point de vue technologique, puisque voilà, je sais pas coder, j'ai pas un profil technique de base, donc techniquement ce serait compliqué pour moi de vous dire cette blockchain est mieux que celle-là ou celle-ci est Mhm. mieux que celle-là, et je pense que limite, au final, il faudrait demander à des développeurs puisque c'est eux en fait qui vont développer les bonnes, enfin
les potentielles applications qui vont faire que viendront des utilisateurs. Mm. Ce que je sais en tout cas, c'est que pour les développeurs de Solana, ça a l'air d'être assez facile, accessible en tout cas. Et Mm. puis il y a beaucoup de développeurs Web 2 que je vois arriver dans le Web 3 2 par Solana. Ok. Bon, encore une fois, je suis peut-être biaisée puisque je suis très souvent dans cet écosystème-là, mais c'est ce que je vois. Donc, je pense que oui, Ethereum, Solana, et puis après, il y a des concurrents, des challengers qui arrivent pour un peu disrupter le marché. Et je pense notamment à Hyper Ouais. Liquid, à Hype. Où je trouve qu'ils ont fait très fort au niveau Mm. marketing. Ils ont l'air très très bons dans la tech aussi. Pour l'instant, enfin, franchement, ils font des choses qui sont incroyables. Le token suit au niveau du prix, donc ça Mm. permet aussi de se faire reconnaître et d'entendre encore plus parler de cette blockchain-là. À voir dans les prochaines, ouais, les prochains mois, les prochaines années, s'ils arrivent à se maintenir. Mais en tout cas, je trouve que leur go-to-market, c'est-à-dire la manière dont ils sont arrivés sur le marché, est très smart, très intelligente. C'est-à-dire que ils se sont dit avant même de juste avoir une infrastructure, il faut avoir ce qu'on appelle une flagship DApp, c'est-à-dire une application décentralisée qui est game changer, une application décentralisée qui va faire que on va avoir plein d'utilisateurs d'un coup sur celle-ci, qui est mieux que sur Mm. toutes les autres blockchains. Et c'est comme ça, je pense que les blockchains vont arriver à se démarquer. C'est quand elles auront ces applications-là qui seront incroyables, où les utilisateurs viendront et puis ça va ramener du volume et des utilisateurs et donc même des développeurs sur la chaîne. Après, c'est très difficile, enfin, je veux dire, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les blockchains d'attirer des développeurs. C'est pour ça que D'accord. beaucoup mettent de gros budgets dans ce qu'on appelle des grants, donc en fait des subventions, on va dire, pour que les développeurs construisent des applications. Et puis ils vont mettre beaucoup de budget aussi dans des hackathons, etc. Et c'est un peu la course à qui aura la meilleure application décentralisée et donc, Mm. de par la même occasion, le plus d'utilisateurs et le plus de volume. Au Oui. fur et à mesure, je pense que bon, on va voir aussi de l'interopérabilité arriver. Au Aujourd'hui, je trouve que c'est absolument horrible. Enfin, pour être honnête, d'un œil de débutant, moi je le vois, je veux Mm. dire, les gens ont du mal à comprendre qu'est-ce que Ethereum, qu'est-ce que les contrats intelligents, qu'est-ce que Bitcoin, la différence entre Ethereum ou Solana par exemple. Et là, on leur dit qu'ils peuvent avoir de l'Ether sur telle chaîne, mais aussi de l'Ether sur ça, mais Mm. après ça peut être du wrap Ether sur ça, mais c'est pas le même truc. Mais si tu veux l'envoyer d'une chaîne à une autre, tu vas sur un bridge. C'est vraiment, je trouve que c'est catastrophique, Mm. même s'il y a des bridges et même s'il y a des solutions pour passer d'une chaîne à une autre, c'est aujourd'hui pas du tout optimal et pour un débutant qui Ouais. arrive, c'est hyper compliqué. Moi, je vois, j'ai mis mes parents dans la crypto, j'ai mis des amis dans la crypto, quand ils veulent faire une transaction ou virer des cryptos d'un wallet à un autre, ils sont là en mode oui, mais les USDC, mais regarde, ils me proposent tout ça comme option, mais qu'est-ce que je choisis? Enfin, ils sont complètement perdus. Et donc, je pense qu'on a encore un gros travail à faire sur ça. Mais pareil, je pense que ça arrivera avec l'adoption au fur et à mesure des cryptos. Au plus il y aura Mm. de demandes sur de l'interopérabilité, sur de la simplification, etc., au plus on va en faire. Ouais, ouais, mais c'est clair, il en faut surtout que on sait que si on se trompe dans l'adresse ou dans la blockchain de destination, les fonds sont perdus Mm, et irrécupérables. Donc c'est sûr que ça met encore plus d'enjeux et de pression avant d'appuyer sur le bouton mm. valider, même si on recommande toujours voilà, d'envoyer peut-être d'abord un petit montant pour voir qu'il arrive bien. C'est sûr que c'est pas du tout euh, très agréable à utiliser et même en faisant régulièrement des transactions directement on-chain, à chaque fois, Petit il y coup a de quand même pression. des frictions, un peu de tension et du coup, ça rend l'expérience assez désagréable. Euh, donc Hyperliquid du coup qui arrive effectivement déjà avec une application qui bat tous les records hein, sur le marché des perps. Franchement, ils ont éclaté tout le monde. Du coup, c'est une des voire l'application qui aujourd'hui génère le plus de revenus. Ils sont arrivés très très vite et très très fort. Hein. C'est vrai que moi je les ai vus arriver d'un coup en fait. Hein. Ça a explosé, le cours du jeton a suivi.
quand le jeton est sorti. Après, il y a un effet aussi lié à l'airdrop. Il me semble qu'il y a une deuxième partie d'airdrop. Donc bon, moi je suis toujours un peu méfiant au départ. J'attends de voir, voilà, d'ici 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'il en sera de cette blockchain. En tout cas, la manière dont ils sont arrivés, c'est effectivement très smart. En termes d'applications décentralisées, est-ce que toi, tu as une application que tu utilises plus? Est-ce que, on parlait de secteur d'activité, la finance décentralisée, par exemple, pour moi, c'est un des cas d'usage de la blockchain qui est probablement le plus important. Est-ce que tu en vois d'autres? Alors, il y en a, alors il y en a pas mal, enfin, je veux dire, il y a pas mal d'applications décentralisées, oui, que ce soit sur la DeFi, mais je pense sur d'autres choses, j'ai plus en tête là tout de suite, mais je pense qu'on a des cas d'usage, ou du moins qu'on va en voir arriver. Mhm. Après, est-ce que ça, c'est un peu la grande question, tu vois, et c'est assez marrant parce que au final, donc moi, j'utilise des applications décentralisées, très peu. Pourquoi est-ce que je les utilise? C'est pour les tester. Parce que je Mhm. vais créer du contenu, parce que je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, parce que je veux comprendre comment ça marche, parce que j'ai envie de voir si ça va plus vite sur tel DEX, ou s'il y a plus de frais, etc. Aujourd'hui, est-ce que dans ma vie de tous les jours, j'ai vraiment besoin d'utiliser ces applications décentralisées? Tu vois, c'est une grande question, et c'est très difficile d'y répondre, parce que, aujourd'hui, j'ai pas eu, en tout cas moi, de cas dans ma vie où je me suis dit, «Ah oui, là, heureusement qu'il y a la DeFi» ou «Heureusement qu'il y a telle application dans la crypto, ça va résoudre mon problème». Mhm. Ça m'est jamais arrivé. Alors aussi, je parle, en connaissance de cause dans le sens où je suis, voilà, une femme blanche dans un pays développé, avec, des moyens, équilibrés, pour vivre. Donc c'est ce contexte-là qui fait aussi, je Mhm. pense, que j'ai pas eu forcément besoin de la DeFi. Quand je dis ça, en fait, je pense notamment à des personnes qui pourraient être en Afrique ou dans d'autres pays qui sont moins développés que la France, où là, il y a, par exemple, une débancarisation, où ils peuvent pas accéder à des comptes bancaires, à des prêts ou des choses comme ça, et où potentiellement la DeFi a pu leur être utile à un moment ou à un autre. Euh, voilà, je suis encore, enfin, j'attends d'avoir ce moment dans ma vie où je vais me dire, ok, c'est maintenant Ouais. que ça va me sortir de là. Ça a failli un peu l'être, mais bon, après, je me suis un peu débrouillée autrement, puisque il y a toujours la régulation qui est au milieu, qui est floue. C'est-à-dire que, donc, à un moment, j'avais un manque de liquidité. Dans ma vie courante, on va dire, de tous les jours. Je voulais pas du tout vendre mes cryptos, mais ce que je m'étais dit, c'était que peut-être je pouvais aller sur une application donc, décentralisée de borrowing et de lending pour déposer, je sais pas, un peu de Bitcoin ou un peu d'Ether, et puis emprunter des USDC, les sortir en euros, faire ce Mhm. que j'avais à faire avec, et puis après revenir rembourser entre guillemets ce prêt-là. Et j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait. Je me suis débrouillée autrement, tout simplement parce que quand on fait ça, on ne sait pas quelle est la fiscalité aujourd'hui, ou en tout cas c'est très flou qui s'applique. Est-ce que on prend les 33% parce que on passe de crypto, donc de stablecoin, je veux dire, à de l'euro, du fiat? Ou est-ce que on prend pas ces 33% parce que bah, c'est un prêt et donc c'est pas considéré comme une plus-value, etc. Je Mhm. veux dire, c'est encore trop complexe et il y a trop de flou parce que je veux. Chacun a la sienne. Hein. J'ai demandé à un pote, il me dit oui, oui, tu payes les 33%. Un autre pote, il dit pas du tout. C'est un prêt donc ça marche pas comme ça. Enfin bref, Mhm. chacun a sa version. Quand tu Mais dis 33%, c'est la flat tax. ouais, la flat tax 30%. de la conversion. Ouais. Dès que tu convertis, tu vois, tu as cette flat tax là. Et d'ailleurs, c'est pareil quand tu payes des choses. Moi, j'aurais adoré utiliser des cartes crypto Mhm. pour avoir du cashback ou quoi que ce soit. C'est un enfer à la fin de l'année si on fait ça. Oui. Après, il y a des solutions qui existent, hein, comme je pense notamment à Waltio, qui est une très très bonne solution pour les gens qui font souvent des conversions crypto fiat et qui veulent déclarer à la fin de l'année. Mais je veux dire, personnellement, j'aimerais éviter d'avoir ce mal de crâne administratif Mhm. lors de ma déclaration d'impôt, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr.
Bien sûr. Heureusement que des solutions comme ça existent, effectivement, comme tu le dis, parce qu'en fait, dès lors qu'il y a un fait générateur d'imposition, il faut qu'à l'instant T, tu sois en mesure d'évaluer la valeur globale de ton portefeuille. Donc, si tu es sur plusieurs plateformes, si tu as des cryptos qui sont sur une clé Ledger, par exemple, ou voilà. Il faut faire la somme de l'ensemble de tes portefeuilles, connaître le montant investi et du coup connaître le montant en euros. Bon, ça c'est assez facile, mais c'est surtout voilà la valorisation à l'instant T de ton portefeuille. Et pour moi, dès lors que tu récupères des euros, c'est fait générateur d'imposition. Donc après, je suis pas avocat fiscaliste non plus. Non, mais Euh, on avait, tu vois, il y a les mêmes problèmes que ce soit en particulier, parce que là, on parle d'un particulier qui pourrait, voilà, dépenser de l'argent avec sa carte ou emprunter de l'argent mm, dans une faille, mais il y a les mêmes problèmes avec les professionnels. Par exemple, moi, j'ai ouvert une société, j'aurais aimé mettre la trésorerie de cette société en crypto. oui, Sans forcément donc la reverser à moi qui est directeur général, on peut se la reverser donc en salaire ou en dividende. Moi, j'aurais juste aimé tout laisser dans la société et mettre la trésorerie de la société en crypto. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une personne qui me dit que c'est impossible puisque je vais être imposée sur la plus-value latente de la mhm, crypto, ce qui est horriblement compliqué et pas du tout pratique. mm, Une autre personne qui dit non, non, tu peux faire ça et tu payes en fait comme la flat tax une fois que tu redescends. Enfin bref. Et en fait, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, je veux dire, parce qu'il n'y a pas de vraie réponse, puisqu'aujourd'hui on a un cadre juridique, bien que la France soit précurseur, qui est encore assez flou, en tout mm. cas au niveau du fiscal. Ouais, effectivement, il y a des zones de flou. Ouais. Quand j'étais au Surfit Bitcoin, là, il y avait Alexandre Loumiri de chez Orwell, avocat, là, qui a fait une conférence. Et c'est vrai qu'il y avait des zones encore où même lui, qui est spécialiste du sujet, il disait, bon, nous, on l'interprète comme ça, mais bon. C'est ça. C'est exactement ça. Et chacun a son interprétation. Donc, bon, après, je suppose qu'il faut faire preuve de bonne foi Oui, oui, et montrer le un peu plus de patte important. blanche s'il y a un contrôle ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que si je peux éviter les galères et les flous, je vais les éviter, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, pas encore trouvé l'application, le truc qui va faire que ça va changer quelque chose dans ma vie, hormis le fait que comme je suis dans cet écosystème, forcément, je vais être amenée à les utiliser juste par curiosité. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'expérience utilisateur, je trouve que les plateformes centralisées sont plus attractives en termes de frais également, parce que du coup, on s'affranchit un peu des frais de blockchain. Alors après, il y a beaucoup de blockchains qui ont des frais extrêmement faibles, euh, mais les plateformes centralisées, après ça dépend sur lesquelles on va, mais les frais, pareil, c'est, ouais. Bon, j'allais dire c'est moins cher, mais pas forcément en fait. Ça va dépendre de la plateforme utilisée, mais l'expérience utilisateur, les services qu'il peut y avoir à côté, sont quand même aujourd'hui beaucoup plus développés sur les plateformes centralisées, mais avec le risque de contrepartie, comme moi j'ai connu FTX, j'ai connu Celsius en tant que client aussi. Bon, voilà, les Ah, plateformes centralisées, elles ont à un moment donné, dans le marché baissier, ça peut présenter un risque, même si j'ai tendance à penser que plus les années passent et plus les plateformes qui sont toujours là et qui ont passé plusieurs marchés baissiers sont là encore pour rester. Alors après, bien elles peuvent sûr. perdre des parts de marché, elles peuvent se faire bouffer par des concurrents, c'est possible, mais pas forcément faire faillite comme ça du jour au lendemain et que les clients perdent leur fonds. Bien sûr. Mais après, donc ça, tu vois, je pense qu'encore une fois, ça dépend du profil. Alors, si t'es un gars que t'es tous les jours dans la crypto et que tu maîtrises, bon, laisse pas tes cryptos sur des plateformes centralisées. Après, si t'es débutant, aller sur Index tout de suite, Mm. ouvrir un wallet, signer par-ci, signer par-là, fin, je veux dire, ça va être très compliqué aussi. Tu vas pas comprendre ce que tu signes, tu vas faire n'importe quoi, des erreurs, tu risques de te faire scam. Enfin bref. Et je pense que le nombre de personnes qui ont acheté une clé Ledger et qui ont toujours la boîte avec le plastique autour, parce que les gens, ils Oui, ont il m'en entendu a dire qu'il fallait une clé Ledger pour se sécuriser ses fonds, ce qui, je pense, est une très bonne chose. Maintenant, aller l'installer, mettre en place le Ledger Live, tout ça, c'est pas insurmontable, hein. C'est à la portée de beaucoup de gens, mais
il y a quand même une friction qui est assez élevée. Il y a une friction et ce que moi j'ai vu, c'est qu'il y a une peur aussi. Mmh. Tu vois, j'ai fait, il y a plusieurs mois maintenant, il y a une dame qui voulait absolument, un cours, avec moi pour installer, sa Ledger et acheter ses premiers bitcoins. Elle voulait déjà acheter, moi j'ai fait aucun conseil en investissement et donc au départ je lui dis: «Bah non, je propose pas ce genre de service» et puis bon, elle a Ouais. tellement insisté que j'ai fini par céder, et par lui dire: «Bah allons-y, je vais vous aider et tout ça». Et puis, donc j'ai pris 1 heure en visio avec elle pour tout lui expliquer. Je veux dire, pourtant je lui ai dit qu'il y avait des tutos, je lui ai envoyé des vidéos et Mmh. cetera, mais elle avait peur de faire une Ouais. bêtise, et je pense que cette peur était tellement forte et elle avait besoin d'être accompagnée. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait avec elle en essayant de, pareil, lui mettre le plus de disclaimers possible, de l'accompagner étape par étape et tout ça. Mais oui, je pense que ça fait peur aux gens. Après, je veux dire, bien évidemment que moi, je recommande d'être propriétaire de ces cryptos et donc de les conserver sur un hardware wallet. En plus, pour avoir bossé dans cette Mmh. industrie-là, je peux que le recommander. Heu, mais à la fois, et tu vois, c'est la dernière fois, j'avais la discussion avec, on en a parlé avec Cyrus de Swissborg, que j'ai interviewé sur ma chaîne YouTube. Mais c'est est-ce que, parce que j'en avais parlé avec un membre de ma famille, est-ce qu'il vaut mieux pas parfois, quand on est très, très débutant, laisser, ses cryptos sur un exchange, plutôt que les mettre, c'est pareil, peut-être sur un hot wallet, sur un MetaMask ou quoi, avec, tous les risques, de hack, de failles, Mmh. enfin de scam et cetera. Et puis voilà, c'est une balance à faire. Je dis pas, je vous conseillerais toujours de sortir ces cryptos des exchanges, que ce soit, Swissborg, Binance, tous ceux dont vous avez entendu parler. En tout cas, une majeure partie, surtout si vous atteignez un gros montant. Mais après, il y a des fois où, il faut un peu, voilà, mesurer, le risque et le profil qu'on a et faire en fonction, quoi. Ouais, ouais, et puis voir aussi en fonction effectivement de ses objectifs. Je veux dire, il y en a pour qui avoir la propriété de ces bitcoins en fonds propres pour des raisons de souveraineté, c'est la raison principale pour laquelle ils sont venus sur Bitcoin. Donc là, effectivement, ça fait sens. Et d'autres, il y en a, c'est pas du tout le cas. Et on le voit aussi avec le développement des ETF américains en Bitcoin, en fait. C'est de la détention de Bitcoin via ETF. Donc il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a zéro détention de fonds. Et ça fonctionne très très bien. Enfin, en termes de liquidité, c'est ce qui ramène le plus de volume aujourd'hui sur le marché. Regardais une vidéo tout à l'heure où il parlait de milliards de volume, donc ça Mm. marche très, très bien les ETF Bitcoin. Après, enfin, moi les Bitcoins que j'ai, je les garde sur un hardware wallet parce que je sais pas, j'ai envie d'être propriétaire des Bitcoins que je détiens. Après, sur des autres cryptos, pas forcément, c'est pas forcément dans mon hardware wallet, hein, ça peut être, sur des plateformes, Mm. d'exchange. D'ailleurs, c'était marrant puisque à l'époque, j'avais quelqu'un de ma famille qui m'avait demandé, donc il avait acheté, bon pour le coup c'était des BNB sur Binance. Donc BNB qui est quand même, alors c'est BNB Chain, c'est différent de Binance, c'est leur blockchain, et cetera. Mais c'est quand même très affilié, à Binance et en fait le BNB va avoir une utilité au sein de la plateforme de Binance. Hem Et donc ces cryptos-là, par exemple, faut pas les mettre sur, enfin, pour moi ça a aucune utilité de se dire qu'on met des BNB sur notre hardware wallet. Je veux Ouais. dire, c'est des BNB qui sont affiliés à un exchange. Enfin, si l'exchange, demain tombe, je veux dire, son token, ira à zéro avec Mm. lui. Donc, autant les laisser sur la plateforme et les faire fructifier et profiter des avantages que ça peut générer, plutôt que d'essayer de les avoir sur hardware wallet. Donc, il y a ce truc-là qui est marrant aussi, où des fois, je vois, c'est pas forcément logique, en fait, Mm. pour tout le monde, où je Ouais. pense que des fois, on rabâche tellement, il faut avoir ses propres cryptos, faut pas laisser sur les exchanges, surtout ceux qui ont connu l'époque de FTX où Mm. ça a été un peu une révélation. Parce que moi je disais, je pense que ça faisait 1 an que je disais à des gens, faut que vous achetiez un hardware wallet et tout, et ils l'achetaient pas. Et c'est quand il y a eu FTX qu'ils l'ont commandé, hein. Donc Ouais. tu vois, ils ont attendu quand même ce moment-là. Euh, enfin bref, donc Je pense que FTX a été très profitable à des entreprises comme Ledger et Trezor, hein. mm, oui, Ça, oui. c'est Enfin sûr, à hein. la fois, oui. Après je veux dire, à la fois c'est horrible et à la fois ça responsabilise au fur et à mesure les gens. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux pas que ça arrive maintenant plutôt que dans un marché qui serait
trop gros et trop mature pour pouvoir résister à ce truc-là. Je veux dire FTX au final ça a fait du mal, mais on est toujours là, les cryptos sont toujours là, Mmh. ça a pas, tout, détruit sur son passage non plus. Si le marché était plus gros, si la plateforme était plus grosse, qu'est-ce qui se serait passé? Mmh. Si c'était, pas l'UST de Luna, mais l'USDT, Ouais. ou l'USDC, tu vois, il y a des questions comme ça où on se pose et où on se dit, voilà, est-ce qu'il y a... C'est marrant parce qu'au final, il y a des risques systémiques dans la finance traditionnelle, mais on en retrouve aussi dans la crypto. Complètement. Donc voilà, enfin bref, c'est... Faut se poser des questions parfois et puis évaluer les risques. Mais bon, ça, c'est voilà, c'est de la gestion de risque, comme du money management. Ouais, c'est ça. Du coup, des notions que tu as appris, au cours de ces dernières années, Ah mais moi j'ai tout appris au dans cours ton de ces parcours dernières années, mais d'investisseur. même je vais te dire quelque chose encore pire, c'est que j'avais aucune éducation financière, même sur la monnaie qu'on utilise tous les jours. Ouais, C'est-à-dire que les taux directeurs, je ne savais pas ce que c'était. La Fed ou le FMI, je n'en avais quasiment jamais entendu parler. La SEC non plus. ouais. L'inflation, alors oui, je savais que l'inflation, c'était les prix des produits qui augmentaient. Mais est-ce que vraiment j'avais réalisé que l'inflation, c'est quand on imprimait de l'argent et qui est-ce qui décidait ça? Enfin, tu vois, il y a Mmh. toute une notion autour du système monétaire classique que j'avais pas du tout parce qu'on me l'a jamais expliqué, parce qu'on m'a... Ouais, en fait, on m'en a jamais parlé. On m'a dit ça, c'est des euros. Si tu veux quelque chose, tu les donnes à quelqu'un, il te donne le truc en Mmh échange et mh. puis voilà. Et je me suis jamais posé la question plus loin. Je me suis jamais posé la question, alors que pourtant j'ai fait des études supérieures. Je veux dire, j'ai toujours été curieuse. Je suis dans une ère où on a tous des ordinateurs et accès à l'information très vite. Mais jusqu'à quelques années au final que je découvre la crypto et de par ce fait que je m'intéresse à tout ce qui se passe autour et dans l'économie, j'avais aucune notion de tout ce qui se passait. Ouais. Voilà. Et c'est Et quand même, enfin, je le vois ben, parce que, enfin, tu vois, je dois avoir un groupe de potes où on est 10 à Marseille, puisque je suis de là-bas. On a tous pris des carrières différentes, on a tous fait des études supérieures. Quand quand je leur demande de m'expliquer l'inflation, je pense que sur les 10 personnes, il y en a peut-être 2 qui savent me l'expliquer correctement. mmh. Ce qui est quand même, enfin, je veux dire, ce qui est la base, quoi. Personne, et puis je suis là en mode, mais les gars, réveillez-vous! Ouais, réveillez-vous, c'est clair. Mais effectivement, c'est pas des notions qu'on nous apprend. Ce qu'on nous apprend, c'est juste d'épargner, d'essayer de mettre des sous de côté, bah, au cas où il y en ait besoin ou pour financer un projet ou l'achat d'une résidence principale, d'avoir un apport, mais pas à l'investir et pas de comprendre aussi que 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'1 euro de demain. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il y a l'indice baguette, là, où on voit l'évolution du prix de la baguette dans le temps. J'essaye de faire prendre conscience de ça à des amis qui, depuis, parce que moi j'ai 40 ans, donc qui depuis peut-être 15 ans, 20 ans vont économiser de l'argent. Je leur dis, mais les 1 000 euros que tu as mis de côté il y a 20 ans, aujourd'hui, ils valent plus 1 000 euros comme il y a 20 ans. Ce que tu peux faire avec, c'est peut-être 2, 3 fois moins. Et ce que tu pourras faire si tu le gardes pour la retraite encore dans 20 ans ou 25 ans, bah, ce sera encore moins. C'est quand même, moi ça me fait de la peine en fait. C'est Et difficile aux gens à qui on cache, je sais pas si on le cache et qu'on veut pas, qu'on préfère que les gens, alors c'est un peu la théorie du complot peut-être, mais tu sais que on cache ça parce que on veut pas que les particuliers et la population comprennent, puisque ça arrange bien les gouvernements, ou si c'est juste, je sais pas, un oubli. Enfin bref, je sais pas. non, mais Mais c'est vrai que moi, ça m'énerve un peu, tu vois. Et puis je me dis, voilà, moi j'ai eu de la chance de découvrir tout ça de par les cryptos. Mais il y a des gens qui n'auront pas cette chance-là et qui vont travailler toute leur vie au profit de certaines autres personnes qui ont compris comment est-ce que ça marchait. Enfin bref. ouais. Voilà. Est-ce que tu fais toi, le parcours que tu as eu dans le terme de prise de conscience de la monnaie, du fonctionnement, de la macroéconomie, est-ce que tu constates que les gens qui s'intéressent à la crypto font un peu le même cheminement?
Ça dépend. Oui, quand même, il y en a beaucoup, je trouve, qui se sont intéressés aux cryptos avant de comprendre le système Mhm. économique ou monétaire mondial. Euh, donc oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus ou moins ce parcours-là. Après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans la crypto parce qu'ils avaient connaissance aussi Oui, du monde déjà économique et c'est vrai. monétaire. Et Mhm. donc ça a été un peu leur solution. Donc je pense qu'il y a les deux. Mais c'est sûr que ça a ouvert les esprits à plusieurs personnes. Ouais, si je devais faire une généralité, je dirais que ceux qui ont eu connaissance de ça avant, ils vont venir dans la crypto pour Bitcoin. Et ceux qui sont venus plutôt, pas forcément Bitcoin, mais les cryptos d'une manière générale, où on peut englober les NFT à l'époque pour spéculer, finalement derrière vont découvrir un autre monde et un monde qui va au-delà de la crypto. Et ça a été mon cas en 2017. Moi, je suis rentré dans la crypto pour générer des revenus passifs avec le cloud mining, qui était très en vogue à l'époque. Et c'est comme ça derrière après que j'ai découvert la crypto, Bitcoin et tout ça. Et un peu comme toi, hein, quand tu parles des taux directeurs de la Fed ou de la BCE, c'est des notions que j'avais pas à cette époque-là. Et pourtant, pareil, hein, j'ai fait des études, enfin, j'ai travaillé, j'étais cadre en grande distribution pendant plusieurs années. Tout ça, ça me passait un peu au-dessus, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant. Super cool, en vrai, d'apprendre tout cet écosystème-là. Et en fait, il y a tellement de, en fait, il y a tellement d'écosystèmes qui gravitent aussi autour des cryptos. Tu vois, tu disais, donc toi, tu as commencé avec le cloud mining. Récemment, je me suis intéressée au mining dû par le fait que j'ai été à un événement autour de ça à Miami. Ouais, Euh, t'as fait un super vlog. ouais, j'ai fait un vlog sur ce truc-là. J'ai C'est regardé. incroyable parce que c'est la base au final de la crypto, Mm, hein. C'est la base de Bitcoin, c'est la base du proof of work. Et puis on a complètement dissocié ce truc-là de la crypto. On n'en parle jamais. mm, Je pense que je connais beaucoup de personnes qui sont dans la crypto, qui sont degen, traders, farmers d'airdrop, etc., qui savent pas comment est-ce que marche le mining, hein. ouais. Et c'est hyper, tu vois, encore une fois, après moi, c'est une question de curiosité, mais comme tout m'intéresse et que dans la crypto, on n'a jamais fini d'apprendre, en fait, bah, c'était super pour moi de découvrir comment est-ce que le mining fonctionnait, pourquoi est-ce que c'était Mm. la base de la crypto, qu'est-ce que ça faisait. Et puis ça permet aussi de rajouter des arguments à son explication après quand on va parler aux gens et qu'ils nous disent maintenant ça repose sur rien. Voilà. Ouais, j'avoue. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Enfin, la majorité des gens pensent ça d'ailleurs, hein, Oui. que c'est abstrait. Alors que l'euro ne l'est pas du tout. L'euro, c'est très, très concret pour eux. Oui. Mais parce qu'aujourd'hui on a encore le cash, mais le cash est aussi voué à disparaître. Donc Mm. une fois qu'il y aura plus de cash, à voir qu'est-ce qu'ils préféreront, quoi. Oui, puis il y a aussi le fait que même s'il y a de l'inflation en France, c'est une inflation qui reste quand même assez, assez maîtrisée Mhm. par rapport à d'autres pays qui peuvent Oui, avoir une bien sûr. inflation à deux ou trois chiffres. Et le fait qu'aujourd'hui tous les prix soient uniquement en euros aussi, voilà, ça. Mm. Aujourd'hui, on paye pas en crypto et moi, enfin, pour des raisons aussi de fiscalité, aucune raison de payer en crypto. Exact. Sauf sur nos Salvador. Ouais. Mais, Et mais il y a la loi de, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la loi de Gresham qui dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans mon portefeuille, je préfère dépenser des euros que je vais considérer comme une mauvaise monnaie entre guillemets, plutôt que du Bitcoin ou d'autres cryptos. ça, je suis d'accord aussi avec ça. Après, c'est parce que, tu vois, si je pense que bon, c'est tout un écosystème, mais si on gagnait, si notre salaire ou nos prestations étaient Mm, payées seulement en crypto ou en Bitcoin, bien sûr. ou qu'on minait très régulièrement du Bitcoin, bah alors dans ces cas-là, peut-être qu'on dépenserait plus aussi en crypto directement. Mm. T'as investi dans du minage? J'ai pas investi dans du minage. Alors sur des crypto-monnaies qui forcément sont en proof of work Ouais. et donc indexées d'une partie au minage, mais pas directement dans des machines. Je pense à le faire, mais ça nécessite
Je pense que si on veut bien le faire, ça nécessite un petit ticket, assez, conséquent par rapport à mon portefeuille et par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Et donc, comme on a dit, j'essaye de faire du money management maintenant et Ouais. de pas faire all-in sur une seule chose. Mais oui, je pense le faire. En tout cas, quand je pourrai le faire, je le ferai. En plus, je suis très très proche de Florent Gabriel, qui est directeur de Blob.io, Mm. enfin .io. Et du coup, lui m'a vraiment expliqué, tu vois, comment est-ce que ça marchait. Mm. Et d'ailleurs, je pense, enfin, j'aimerais bien en tout cas qu'on ait le projet de partir visiter une ferme. Ouais. Et que d'une ferme de minage et que je puisse en faire un vlog, ce serait assez cool. Donc oui, c'est quelque chose auquel je pense. Après, je pense que pour être rentable, déjà, il faut plusieurs mois, Mhm. voire années, selon où on est, selon la machine qu'on achète, selon le prix de l'électricité, etc. Et puis, après, un ticket, je dirais pour les gens qui ont aucune idée du montant dont je parle, ce serait à minima entre 5 et 10 000 euros pour un particulier, en sachant que certaines boîtes, alors pas blob.io, mais d'autres boîtes prennent des tickets qu'à partir de 200 000 ou 300 000 euros. Ce Mm. qui est assez conséquent et ce que je ne pourrais absolument pas mettre aujourd'hui. Donc voilà, mais je pense à le faire. Oui, Toi, entre toi 5 tu et es 10 toujours investi dans ce truc-là? entre 5 et 10 000, c'est le prix d'une machine, la S21 Pro, je crois, celle qui est sur le marché actuellement. Non, du tout, du tout. En fait, j'ai commencé là-dedans, c'était en août 2017. Donc, on achetait de la puissance de calcul à l'époque, on n'achetait pas les machines. Et derrière, donc, il y avait des revenus journaliers en Bitcoin et en Ether aussi à l'époque. J'avais pris les deux. Bitcoin était beaucoup plus rentable que l'Ether. Bitcoin était 3 000 à 4 000 € à l'époque et après il a explosé sur la fin d'année jusqu'à 20 000. Du coup, ça a été rentabilisé très vite, l'investissement de départ, mais je me suis dit finalement pourquoi pas acheter directement de la crypto plutôt que de la puissance de calcul, puisque j'ai vu également les revenus de minage baisser au fil des semaines et des mois assez rapidement. J'ai compris également que la puissance de calcul augmentait, que du coup, il fallait des nouvelles machines et tout. Et je me suis dit, en fait, c'est un cercle interminable où en fait, il faut toujours racheter de la puissance de calcul, toujours racheter des nouvelles machines. Donc, j'ai préféré passer sur l'achat-revente. Et aujourd'hui, je suis toujours sur l'achat-revente. J'ai pas, Oui. d'un point de vue investisseur, je dis pas que c'est pas intéressant pour diversifier un peu ses investissements pour aussi avoir un espèce de DCA automatique mis en place via le minage aussi finalement. Ça permet d'avoir des revenus en Bitcoin de manière récurrente, peu importe le cours, sans se soucier, voilà, est-ce que c'est le moment d'acheter, le moment de vendre. Euh, mais non, je suis pas rentré dans le minage. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de s'exposer aux cryptos, hein. Le minage en fait partie, puisque c'est une verticale à part. Après, il y a bon, bah, acheter des cryptos directement. Et puis, il y a même acheter des actions. Tu vois, moi, je connais des gens qui achètent Oui, du Base, par exemple, pour Coinbase, ou du MicroStrategy. ouais. C'est pareil, c'est une manière différente de s'exposer à la spéculation, à la volatilité des cryptos, sans aller sur une crypto directement, mais en étant plus sur la bourse. Donc, euh, soit faire un peu de tout. Enfin, après, ça dépend, encore une fois, ça dépend du portefeuille. Ça dépend de ce qui nous fait. Euh, je pense, encore une fois, ça dépend de ce qui nous fait envie et de Mm, ce qu'on comprend. Tu vois, quelqu'un qui comprend absolument pas comment marche le minage, comment est-ce que ça fonctionne, les machines, le prix de l'électricité, etc., etc. Je lui conseille pas d'aller sur ce truc-là parce que, bah, il y a plusieurs solutions. Mais soit il va se faire arnaquer puisqu'il comprendra rien et donc en mm, fait il aura un ROI qui sera quasiment nul ou alors très long. Euh, ou alors, il va peut-être faire un petit peu d'argent, mais il va pas optimiser, puisqu'il comprend pas forcément. mm, Et puis c'est dommage. Ou alors il va se plaindre qu'il fait pas assez d'argent, mais en fait c'est la norme, tu vois? Enfin bref. Donc du coup, encore une fois, aller sur des choses qu'on comprend. Tu vois, moi demain, je vais pas, faire un investissement IMO en me disant: «Ah tiens, je vais acheter cette maison» et rien comprendre à l'immobilier.
Mmh. Avant d'acheter cette maison, il faut regarder, les charges, de copropriété, si copropriété il y a, il faut regarder, la taxe d'habitation, je veux dire, l'énergie, l'isolation de la maison pour savoir si elle va consommer beaucoup. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas de choses et je suis pas du tout dans l'immobilier, hein. Je me dis les seules choses que je connais, mais il y a tout un tas de choses à savoir et à comprendre avant de faire l'investissement. D'accord. Alors ça paraît plus concret pour les gens parce que c'est de l'immobilier, parce que la maison elle est là et qu'ils la voient, mais en fait c'est pareil dans les cryptos au final. Ouais, complètement. Et du coup, en termes d'investissement, toi aujourd'hui, tu es exposé à la crypto, tu es exposé donc pas à l'immobilier de ce que je Non, pas à comprends. l'immobilier, j'aimerais bien, mais pareil, ça nécessite un ticket qui est très conséquent. Quand je dis ticket, je veux dire c'est un montant minimum d'investissement qui est très conséquent. Donc pas à l'immobilier, un peu en action, un peu en bourse, Mmh. sur un PEA, donc qui est avantageux fiscalement parlant pour ceux qui connaissent pas. Et après, j'ai un peu d'autres actifs sur tout ce qui est Trade Republic, shares, tu vois, qui vont proposer aussi de l'or, des Ouais, métaux, enfin tout ce genre de choses. OK. Et au niveau des actions, tu as privilégié des actions, liées à la crypto justement ou au contraire, tu as voulu vraiment diversifier? Pas forcément, je crois que j'ai pas d'actions qui sont reliées à la crypto, du tout. Ouais, OK. Donc non, plus diversifié. Euh, En fait, comme je me dis que la crypto, c'est mon truc, tu Mmh. vois, et c'est mon métier. Aujourd'hui, ça fait partie 100% de ma vie. Donc, je m'y connais assez pour choisir mes investissements directement en crypto, etc. Et puis sur des actions, je vais suivre un peu plus ce qui va se passer, mais je suis beaucoup moins pertinente et je vais prendre beaucoup moins de risques. Ouais. Mmh. Et au niveau de ton portefeuille crypto, tu es sur un portefeuille qui est plutôt, diversifié, genre, plus de 10, plus de 20 projets ou plutôt un portefeuille, resserré? Plutôt resserré, moins de 20, c'est sûr. Ouais. Moins de 20, peut-être plus de 10, entre 10 et 20, Ouais. mais majoritairement Bitcoin. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais très contente quand il s'est passé tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, parce que ça m'a quand même protégée et que j'ai pu prendre la hausse de Bitcoin. Donc l'un dans l'autre, au final, c'était un très bon move, même si tout le monde, tu vois, à un moment, beaucoup me disaient le contraire, hein, parce que Bitcoin va pas autant perf que les altcoins, Ouais. blablabla, parce que les gens avaient encore en tête le bull run de Mmh. 2021. Au final, ça n'a pas été un si mauvais move et je me félicite. Ouais, beaucoup, beaucoup Bitcoin, je pense 70%, peut-être 80%, mais non même Ouais. Bitcoin. Et puis après, des cryptos dans lesquels je crois principalement, ou des cryptos qui ont une utilité, qui vont apporter un certain avantage. Je pense notamment au BNB, tu vois, Mmh. qui permet d'accéder à tous les launch pools, les launchpads de Binance, qui va faire facilement gagner de l'argent, Mmh. même quasiment sans rien faire. Et puis, pareil, je sais que l'utilité et que le prix restera ce qu'il est. En tout cas, il me fait moins peur que des Mmh. petites cryptos autres. Après, un peu d'infrastructure, bien évidemment, sur les Layer 1 auxquels je crois. Je me suis pas exposée sur Hyperliquid, je regrette. Ouais. J'ai passé le train. Après, j'essaye de. Tu vois, au tout début, quand je suis rentrée dans la crypto par les NFT, j'ai FOMO Ouais. 100%. Donc, FOMO, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Fear of Missing Out, donc la peur de rater une opportunité. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait au tout, tout début. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus précautionneuse. Tu vois, même quand je veux investir ou remettre de l'argent, je vais attendre. Et puis si ça s'est monté, je vais pas dire «Ah, vite, ça monte, je mets de l'argent». Parce que c'est toutes les erreurs Mmh. à ne pas faire. C'est attends, ça va redescendre dans tous les cas. Et puis voilà, j'essaye d'être moins greedy et d'être plus chill pour pouvoir mieux appréhender l'investissement de manière générale. Ouais. Comment tu fais pour prendre du recul justement par rapport à tes émotions? Bah, au final, j'arrive plutôt bien. En fait, j'ai une grosse, grosse conviction. Donc, franchement, même si Bitcoin il tomberait à 10 000, là, tout de suite, ça me ferait pas peur, quoi. Je pense Ouais. pas. Tu vois? Genre,
En fait, je suis tellement persuadée au fond de moi, et d'ailleurs tout ce que j'ai dit ne sont pas des conseils d'investissement. Et mettez ce que vous êtes prêt à perdre. Petit disclaimer au passage. Hmm. Mais non, j'ai une grosse conviction, donc pas forcément d'émotions, de mauvaises émotions ou de stress. Euh, Effectivement, quand j'ai investi dans le NFT qui était scam à l'époque, il y a 4 ans, j'étais dégoûtée. Je pense que j'ai été triste à un moment ou à un autre, c'est sûr. Mais aujourd'hui, quand je perds de l'argent sur mon portfolio, ça m'inquiète pas trop. Je vis plutôt sereinement. Sur du long terme aussi, je suis pas tradeuse. J'ai pas pour objectif de faire de l'achat-revente en semaine Hmm. et de faire des profits comme ça. Euh, C'est ce que je voulais te demander, ton horizon d'investissement sur Bitcoin et sur les alts, c'est le même horizon ou tu as une approche un peu différente? non, pas le même horizon. Sur Bitcoin, c'est 10 ans, 20 ans, je sais pas. Ouais. C'est long, très long. Je sais pas si je revendrai les Bitcoins que j'ai un jour, peut-être pour payer ma retraite. Mais Hmm. pour le moment, je vendrai certainement pas mes bitcoins, même au prix de 110 000. Et alors, je sais, certains diront, bah oui, mais c'est dommage parce que tu pourrais les revendre et racheter plus bas. Oui, mais je sais jamais quand c'est plus bas. Je sais Hmm. jamais quand ça va arriver. Pour peu que je revende et que ça fasse up only après, non. Dans tous les cas, quand ça descend, je rachète encore, parce que je continue d'investir. Hmm. Donc, j'ai pas envie de sortir et de rentrer. Je rentre continuellement et voilà. Donc ça, c'est pour Bitcoin. Pour les alts, c'est un peu plus différent puisque on le sait et on l'a vu. Les alts, c'est très rare que les alts résistent à plusieurs cycles de marché. Hmm. D'ailleurs, il y avait Tisma, qui est un ami et créateur de contenu, qui avait fait un gros trade sur Twitter sur les alts qui restaient dans le top 10, 20 et 50 de CoinMarketCap au fur et à mesure des bull runs. Ouais. Et donc, il y avait très très peu de chances de Ah oui. choisir un alt qui allait être là 4 ans après. Donc sur les alts, c'est un peu plus à horizon, on va dire court terme. En général, c'est que bon, je fais une petite analyse et puis en fonction de l'utilité et de l'analyse graphique, je vais me mettre une target approximative auquel, enfin pour moi c'est ma target de prix auquel je veux sortir. Ok. Et du coup, tu sors en une fois. Et du coup, je sors, enfin non, en général, j'en ai plusieurs, tu vois, je fais 25%, 25%, 50%, et Hmm. je garde, ça arrive très souvent que je garde toujours, allez, peut-être 25% du bag, où je dis, Hmm. ah, c'est au cas où. Mais c'est un peu un ticket de loto, ça, c'est pas Ouais. très bon à faire. Ouais. Ok. Intéressant. Est-ce que tu as tu dis émotionnellement, du coup, tu arrives quand même à te détacher aujourd'hui du marché. Ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Tu parlais donc de la mauvaise expérience avec tes débuts NFT. Est-ce que tu as un autre moment fort dans la crypto, un moment qui soit positif ou négatif? Bon, il y en a plein. J'ai essayé de faire du trading aussi à un moment parce que bah, quand je découvre la crypto, je sais pas lire une charte, je sais même pas ce que c'est, je sais pas à quoi correspond une bougie. Donc forcément, bah, j'essaye de comprendre. Et en vrai, pour comprendre et apprendre, bah, rien de mieux que commencer à mettre un petit peu d'argent parce que tout de suite, ça élève l'engagement, je dirais. Et donc, je me suis essayée au trading, pas du tout pour moi. Tu vois, pour le coup, autant dans l'investissement long terme, je m'en fous de mon portfolio, autant sur du trading, je vais être devant la charte comme ça, monte, 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 descend, descend, descend. Tu vois, vraiment aucune gestion du truc. Donc le trading, je sais que c'est pas quelque chose qui va me correspondre parce que bah, justement, je sais pas gérer mes émotions et c'est quand même la qualité numéro un pour faire trader. Donc je ne le serai pas. Mais ça m'a permis quand même d'acquérir quelques compétences. Et étant donné que j'avais eu mes premières expériences de scam et tout ça, j'ai pas mis 10 000 € en trading et j'ai pas tout perdu. Donc même si j'ai perdu un peu d'argent, certainement, c'était pas grand chose. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent de l'argent avec le trading? Parce qu'on en entend beaucoup parler dans la crypto. Si tu regardes un peu la création de contenu sur YouTube, c'est beaucoup, beaucoup de traders quand même qui parlent de crypto, avec pour certains, quand même des grosses communautés, et parfois quand même très actives. Moi, le trading, j'ai pas un avis très favorable dessus. Je pense que la majorité des gens qui vont dessus par l'appât du gain finissent par perdre de l'argent.
Euh, Toi, ton avis là-dessus? Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la plupart des gens qui s'essaient au trading vont perdre de l'argent au final. Après, il y en a qui arrivent, mais ça reste rare. Je pense qu'il faut être très très assidu pour y arriver aussi, avoir beaucoup de temps. C'est un métier, hein, Ouais, je veux dire, il y a ouais, des gens ouais. qui étudient pour faire trader. Mhm, Donc c'est pas le gamin de 18 ans qui se réveille un beau matin qui va devenir mhm. trader aussi facilement, même si ça arrive. Après, sur tout ce qui est youtubeur qui parle de trading, euh, j'en connais personnellement, tu vois, où j'ai des avis personnels, où je sais que ils sont traders et que, en fait, créateurs de contenu, ils le font pour le kiff. Alors oui, ça leur fait gagner de l'argent, mais je veux dire, sans ça, ils s'en sortiraient, mais extrêmement bien aussi. Et j'ai aucun souci pour eux. Et je trouve qu'ils sont très, très pertinents. Enfin, vraiment top. Euh, Après, il y a des personnes que je connais moins, dont je suis moins proche. Et est-ce qu'ils sont vraiment traders ou est-ce qu'ils gagnent de l'argent juste par la création de contenu? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, enfin, c'est à chacun de faire attention à qui on suit, qui on regarde. Moi, la première, je dis, enfin, faut jamais écouter ce que je vais dire par cœur. Et encore que moi, je fais pas du conseil en investissement, je fais pas de trading, j'explique de Mhm. la tech. Mais pareil, je me dis, enfin, c'est possible, tu vois, que dans mon explication, je fasse une erreur. Ça arrive, Oui, bien c'est sûr. humain. Mhm. Faut pas écouter tout ce qu'on nous dit par cœur. Oui, oui, faut pas Faut tout éviter prendre pour d'être argent naïf. comptant, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est pareil pour le trading. Il faut pas regarder par cœur. Et d'ailleurs aussi essayer de diversifier. Comme on va diversifier un portefeuille, diversifier vos sources d'information et vos sources d'apprentissage. Moi, quand je regarde une vidéo sur un sujet, en général, je regarde 5 vidéos sur le. Enfin, si c'est un sujet que je veux vraiment creuser, je vais regarder 5 vidéos sur le même sujet. Puisque dans les 5 vidéos, je vais apprendre 5 choses qui sont différentes. Mhm. Ouais, Et donc c'est ça qui permet aussi après d'avoir une palette d'informations qui va permettre de faire son propre jugement. ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait, ouais. Après, je voulais pas forcément. Enfin, l'idée, c'était pas de remettre en question la qualité des youtubeurs trading. C'était sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et je pense qu'il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Mm. Euh, Ça, c'est sûr. et le temps aussi, moi, dans les leçons que je peux tirer de mon expérience, pour le coup, plus d'investisseurs, finalement, ce qui rapporte le plus dans le temps, c'est le buy and hold de Bitcoin. C'est vrai. C'est vrai, hein. Mais après, Et comme c'est tu dis, ça. on peut se dire à un moment donné, ah, mais oui, mais si j'avais vendu là, j'aurais pu racheter plus bas. Oui, bah, enfin, après, c'est toujours facile de regarder dans le rétroviseur une fois que c'est passé. Parce que sur le moment, personne n'a de boule de cristal, quoi. Exact. Est-ce que tu as un mot pour conclure cet échange, le petit mot de la fin, une Bah, carte blanche, un conseil qu'il faudrait se merci, lancer? merci de m'avoir reçu et à ceux qui nous regardent, bah, essayez de vous intéresser le plus possible aux valeurs de Bitcoin, aux valeurs de la crypto, à toutes les utilités qu'il peut y avoir au-delà des meme coins et des choses qui font beaucoup de bruit. Il y a vraiment des choses qui sont intéressantes. C'est un écosystème qui est passionnant. Donc, intéressez-y-vous et puis, bah, vous me retrouvez sur ma chaîne Carlita Crypto et merci encore Yes. pour l'invitation. Je mettrai le lien en description et pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire, je pense qu'avec la crypto, on est au début de rien. Bitcoin a seulement 15 ans et donc c'est une révolution technologique et monétaire avec Bitcoin qui arrive et on est encore qu'au début. Donc Voilà. effectivement, je peux Et tout que ce qu'on a pousser ce dit ne sont message. pas des conseils en investissement. Oui, bien sûr, aucun conseil en investissement, je le mettrai également en intro de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Carlita. Merci beaucoup pour le temps passé ce matin avec nous. C'était un vrai plaisir de faire ta connaissance et d'échanger avec toi sur la crypto et le Web3. Merci à toi. Au revoir. Ciao.